Quand un tribunal décide d'appliquer la peine maximale à un adolescent, c'est que le crime commis a dépassé toute limite de compréhension humaine. Et crois-moi, les cas que tu vas découvrir maintenant vont bouleverser même les plus forts émotionnellement. Nous commençons avec Carly Madsen Gregg. Le 19 mars 2024, Carly a saisi un revolver Magnum .357, une arme puissante et mortelle, et est entrée dans la chambre de sa propre mère, Ashley Smiley, 40 ans. Sans hésiter, elle a tiré 3 fois, la tuant sur le lit. Ensuite, elle a pris le téléphone portable de la victime et envoyé un message à son beau-père, Haight Smiley, pour lui demander à quelle heure il rentrerait à la maison. Tout semblait prémédité, mais cela ne s'est pas. Carly a même invité une amie chez elle, lui a montré le corps de sa mère et a déclaré qu'il lui restait encore des munitions pour le beau-père. Quand Haight est finalement arrivé, Carly l'attendait, armée. Elle a tiré et l'a blessé à l'œil. Heureusement, il a réussi à la désarmer et à appeler les urgences. La police est arrivée rapidement. Carly a été arrêtée et inculpée de meurtre au premier degré, tentative d'homicide et manipulation de preuves. Malgré ses 15 ans au moment des faits, elle n'a pas été jugée comme une adulte. Les autorités ont justifié cette décision par la brutalité et la froideur du crime. La défense, quant à elle, a affirmé que Carly traversait une crise de santé mentale. Un psychiatre a indiqué qu'elle souffrait de troubles bipolaires de type 2, en plus de dépression et d'anxiété. Elle avait commencé à prendre un médicament appelé Exapro, prescrit contre l'anxiété, seulement 1 semaine avant le crime. Dans ses carnets et dessins retrouvés dans sa chambre, les enquêteurs ont identifié des thèmes violents, morbides et même des messages troublants. Mais le ministère public a été catégorique. Carly savait parfaitement ce qu'elle faisait. Des preuves ont montré qu'après le meurtre, elle avait tenté de couvrir son crime, manipuler la scène, envoyer des messages et planifier une seconde attaque. Aucun signe de psychose, d'hallucination ni de rupture avec la réalité, selon les procureurs. Le 20 septembre 2024, le jury l'a déclaré coupable à l'unanimité. La sentence, prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, plus 10 ans supplémentaires pour manipulation de preuves, a purgé en parallèle. Les avocats de Carly tentent toujours d'annuler le verdict, arguant que la couverture médiatique et certaines déclarations du parquet ont compromis l'impartialité du procès. Mais pour l'instant, la décision reste inchangée. Alors, la question demeure, une adolescente si jeune peut-elle vraiment planifier un acte aussi cruel? Ou sommes-nous face à un cas extrême de négligence émotionnelle, de troubles mentaux et d'abandon? Cas 2, Peyton Gendron, le 14 mai 2022, un samedi comme les autres, à Buffalo, New York. Des familles faisaient tranquillement leurs courses au supermarché Tops, quand l'horreur est arrivée. Peyton Gendron, âgé de 18 ans, est arrivé armé jusqu'aux dents. Il portait un fusil de type AR-15, modifié à haute capacité, un gilet, un casque et une caméra attachée. Son objectif? Diffuser un massacre en direct sur Internet. La cible est noire. Dès son arrivée sur le parc, il a ouvert le feu, tuant 3 personnes et en blessant une 4e. Puis il est entré dans le magasin et a tiré sur 8 autres personnes, tuant 6 d'entre elles. En pleine attaque, il a crié des insultes racistes et aurait même épargné un homme blanc, lui disant « désolé » avant de continuer. Au total, 10 personnes noires ont été assassinées, dont Aaron Salter Jr., un policier à la retraite qui a tenté d'arrêter le tireur, mais a été tué. Peyton a été arrêté sur les lieux. D'abord, il a plaidé non coupable. Mais par la suite, il a avoué froidement tous ses mots exacts. « Je suis désolé. J'ai fait quelque chose d'horrible. J'ai tiré et tué des gens parce qu'ils étaient noirs. » Le 15 février 2023, il a été condamné à 11 peines de prison à perpétuité, sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Et ce n'était que le début. Peyton doit encore faire face à un procès fédéral prévu pour le 8 septembre 2025, dans lequel les procureurs exigeront la peine de mort. Selon les enquêteurs, Gendron voulait inspirer d'autres attaques racistes. Mais aujourd'hui, son nom est gravé dans l'histoire comme l'un des criminels les plus haïs de ces dernières années. K3. Austin Gregory Myers.
Austin Gregory Myers n'avait que 19 ans lorsqu'il a été tenu responsable d'un crime si choquant que même les enquêteurs les plus chevronnés ont eu du mal à en croire les détails. Il a été reconnu coupable du meurtre de Justin Bach, un ami d'enfance avec qui il avait grandi. À l'origine, le plan n'était pas de tuer Justin, mais simplement de voler un coffre-fort dans sa maison. Myers et son complice, Timothy Mosley, cherchaient de l'argent facile. Leur idée, droguer Justin avec un médicament contre la grippe, puis s'enfuir avec le coffre. Mais tout a dérapé lorsque la carte bancaire de Myers a été refusée à la pharmacie. Incapables d'acheter le médicament, ils ont opté pour une solution bien plus simple. Leur nouvelle idée, aussi cruelle que froide, éliminer Justin proprement, sans laisser de traces ni de désordre. Ils ont pensé que l'étrangler avec un câble serait discret, rapide et silencieux. Le matin du crime, ils ont acheté des gants, des produits de nettoyage, et sont allés chez Justin comme si de rien n'était. Mosley avait un câble et un couteau déjà prêts. Le plan était simple. Pendant que Myers le distrairait, Mosley l'attaquerait par derrière. Mais l'exécution a été un désastre. Le câble a glissé. Paniqué, Mosley a perdu le contrôle. Alors Myers a immobilisé Justin pendant que Mosley le poignardait à plusieurs reprises. Terrifié, Justin a supplié pour sa vie, demandant pourquoi il faisait cela. Selon Myers lui-même, il a essayé de le calmer en lui disant que ce serait bientôt fini. Mais à ce moment-là, le sort de Justin était déjà scellé. Après l'avoir tué, ils ont enveloppé son corps dans une couverture, nettoyé la scène avec les produits achetés et volé le coffre-fort, une arme à feu et d'autres objets. Le corps a été placé dans le coffre de la voiture de Mosley, puis transporté dans un champ reculé du comté de Preble. Là-bas, Myers a versé des produits chimiques sur le corps et tiré 2 balles avec l'arme volée, espérant empêcher l'identification du cadavre. Mais la fuite n'a pas duré. Les 2 complices ont été arrêtés peu après et le corps de Justin a été retrouvé le lendemain. L'autopsie a confirmé que Justin était mort à la suite de multiples blessures par arme blanche. Myers a été formellement accusé en février 2014 de plusieurs crimes graves. Meurtre avec préméditation, vol qualifié, violation de domicile, profanation de cadavres et possession illégale d'armes. Plusieurs de ces chefs d'accusation pouvaient mener à la peine de mort. Mosley, conscient de la gravité de la situation, a décidé de coopérer avec la justice. Il a accepté une peine de prison à vie pour éviter la peine capitale et a témoigné contre Myers. Le procès d'Austin a débuté le 22 septembre 2014. Moins de 2 semaines plus tard, le 2 octobre, le jury l'a déclaré coupable de tous les chefs d'accusation. Le 16 octobre, la sentence est tombée. Peine de mort. La Cour suprême de l'Ohio a confirmé la décision. Aujourd'hui, Austin Gregory Myers prend son exécution dans le couloir de la mort de la prison de Chillicothe. Quant à Timothy Mosley, il purge une peine de réclusion à perpétuité dans l'établissement correctionnel de Ross, ironiquement situé juste en face de la prison, trouve Myers. 2 destins liés par un choix tragique. L'un a coopéré, l'autre a été condamné à la sentence finale. Cas 4. Michael Bargo. Michael Bargo n'avait que 18 ans lorsqu'il participait à l'un des meurtres les plus brutaux jamais enregistrés dans l'État de Floride. La victime, Seth Jackson, un adolescent de 15 ans, trahi, torturé et exécuté par un groupe dirigé par Bargo. Tout a commencé par un plan de vengeance. À l'époque, Michael sortait avec Amber Wright, l'ex-petite amie de Seth. Poussé par le ressentiment, Amber a aidé à attirer Seth dans une maison appartenant à un complice, Charlie Ely. Seth n'avait aucune idée qu'il se dirigeait vers un piège mortel. Dès qu'il est entré, il a été violemment frappé, torturé puis criblé de balles. Malgré ses blessures, il a tenté de fuir, mais il a été rattrapé. Le groupe a continué à exécuter le plan, même pendant que Seth suppliait pour sa vie. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Après l'avoir tué, les 5 complices ont brûlé son corps dans un puits, puis ont placé les cendres dans des seaux avant de les jeter dans une carrière. Un acte aussi macabre que calculé, censé effacer toute trace du crime. Mais le groupe a été rapidement arrêté.
Michael Bargo, considéré comme le leader, a reçu la sentence la plus sévère, la peine de mort. Le jury a été unanime. Il méritait le châtiment ultime. Les autres complices ont été condamnés à la réclusion à perpétuité. Lors d'une nouvelle audience, les procureurs ont décrit le crime comme étant le plus froid, prémédité et calculé qu'ils aient jamais vu. La défense, quant à elle, a tenté un autre angle. Michael n'était pas seulement violent, mais profondément perturbé depuis l'enfance. Ses avocats ont présenté un passé de troubles mentaux sévères, diagnostiqué à tort avec un TDAH, puis avec troubles bipolaires, troubles schizoaffectifs, hallucinations, convulsions, impulsivité extrême. Michael s'automutilait, avait subi des abus physiques et psychologiques et avait été abandonné par son père. Mais malgré ce passif lourd, le jury a confirmé la peine de mort. Aujourd'hui, Michael Bargo est toujours dans le couloir de la mort à la prison d'État de Floride. Une pétition circule en coulisses pour réexaminer sa condamnation, arguant qu'exécuter une personne avec des troubles mentaux graves est éthiquement inacceptable. Mais pour l'instant, la justice américaine maintient sa décision. Michael Bargo a franchi toutes les limites de la cruauté. Pour cela, il devra en payer le prix ultime. Cas 5. Jordan Wade. Jordan Wade n'avait que 16 ans lorsqu'il a participé à l'un des crimes plus choquants de l'histoire récente de l'Ohio. Malgré son jeune âge, il a été jugé comme un adulte, le tribunal ayant estimé que ses actes dépassaient largement les limites de la délinquance juvénile. Le crime a eu lieu dans une maison de East Houston Street. Wade, accompagné de son complice Robert Adams Jr., âgé de 28 ans, est entré avec l'intention de cambrioler. Mais ce qui s'est passé là-bas allait bien au-delà d'un simple vol. 4 personnes ont été brutalement assassinées. Michael Ball, Daniel Sharp, Angela Harrison et Tenelson Balour, le seul résident de la maison. Les autres victimes étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. La seule survivante fut une adolescente grièvement blessée, trouvée sur le trottoir, couverte de sang. Avec ses dernières forces, elle a prévenu la police, il y a des gens morts à l'intérieur. En entrant dans la maison, les policiers ont découvert une véritable scène de massacre. C'est cette jeune survivante qui a révélé toute l'horreur du crime. Selon elle, Wade et Adams ont ligoté tout le monde, les ont menés au sous-sol sous la menace d'une arme, puis elle a entendu Adams demander « Je les tue tous ?» Et Wade a répondu sans émotion « Oui ». Après les coups de feu, ils ont fui croyant qu'il n'y avait aucun témoin. Ils ignoraient que cette jeune fille avait survécu et que son témoignage allait tout changer. Jordan Wade a été condamné pour de multiples crimes graves. 4 meurtres qualifiés, tentative de meurtre, enlèvement, cambriolage, violation. Mais comme il était mineur au moment des faits, la peine de mort n'a pas pu être appliquée conformément à un arrêt de la Cour suprême des États-Unis. Cependant, cela ne l'a pas épargné d'une lourde. Sa peine ? 172 ans et demi de prison, avec 4 condamnations consécutives à perpétuité, en plus des peines supplémentaires pour les autres délits. En 2019, sa peine a été réexaminée et confirmée. Le tribunal a conclu que Wade avait activement encouragé Adams à commettre les meurtres. Il est actuellement incarcéré au centre correctionnel de Ross. Sa première audience pour une éventuelle libération conditionnelle est fixée à mars 2444. Oui, dans plus de 400 ans. Quant à Robert Adams Jr., il a avoué les crimes et a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Cas 6. Jonathan Belton. En 2008, Jonathan Belton, un adolescent de seulement 16 ans, a mis fin à la vie de l'agent Mason Samborski, un policier de Oak Park, dans ce qui devait être un simple contrôle routier. Tout a commencé par une infraction mineure. Belton a été arrêté, interrogé et a menti à la police. Il a dit qu'il vivait avec sa mère malade dans un immeuble tout proche. L'agent, touché par cette histoire, a accepté de l'accompagner jusqu'au domicile pour vérifier. Mais une fois sur place, la situation a dégénéré. Belton a tenté de fuir, s'est battu avec l'officier, a réussi à lui arracher son arme de service et lui a tiré une balle dans la tête.
L'officier n'a pas survécu. L'affaire a provoqué une vague d'indignation immédiate. Le ministère public a affirmé que Belton avait l'intention claire de tuer. La défense, de son côté, a soutenu qu'il s'agissait d'un tir accidentel lors d'un glissement. Mais le jury n'a pas été convaincu. Belton a été jugé comme un adulte et condamné pour meurtre avec préméditation. Initialement, il a été condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Mais plusieurs années plus tard, la Cour suprême des États-Unis a jugé ce type de peine inconstitutionnelle pour les mineurs. Sa peine a donc été réduite à 40 à 60, une peine qui peut signifier passer le reste de sa vie en prison, mais avec une infime chance de... Lors de cette nouvelle audience, la famille de la victime a supplié le juge, les mots de la veuve de marquer la scène. Toi, tu es vivant, tu peux encore voir ta famille. Nous ne reverrons jamais Mason. Belton, visiblement ému, a présenté ses excuses, affirmant avoir réfléchi pendant 13 ans sur ses erreurs. Mais la juge a confirmé. S'il devait un jour espérer la liberté, une évaluation approfondie serait nécessaire. Ce cas soulève une question troublante. Jusqu'à quel point l'âge doit-il peser dans la balance de la justice? Cas 7. Dexter Johnson. Dexter Johnson venait tout juste d'avoir 18 ans lorsqu'il a commis l'un des crimes les plus brutaux de l'histoire récente du Texas. En 2006, dans le comté de Harris, il a pris part à une série d'attaques qui ont coûté la vie à plusieurs personnes. Parmi elles, Maria Apares et Hui Ngo. Ils étaient garés devant chez eux lorsqu'ils ont été attaqués par Johnson et 4 autres jeunes lourdement armés. Le couple a été kidnappé. Conduit dans un endroit isolé, Maria a été violée. Puis tous deux ont été exécutés à sang-froid. Mais ce n'était pas un acte isolé. En seulement 25 jours, le groupe de Johnson a été lié à 3 autres meurtres. En 2007, Johnson a été reconnu coupable de meurtre capital et condamné à la peine de mort. Mais récemment, son nom est revenu sur le devant de la scène. Ses avocats affirment qu'il souffre d'un handicap intellectuel. Des tests récents indiquent un QI inférieur au seuil légal pour une exécution. Ils affirment que les méthodes de diagnostic ont évolué depuis son procès, justifiant une nouvelle évaluation. Le ministère public rejette ces allégations, affirmant que Johnson avait déjà soulevé ces questions mentales et que ses tests à l'époque montraient un QI de 101, donc au-dessus de la limite. Alors que son exécution était déjà programmée, un tribunal fédéral a suspendu la peine. À moins de 24 heures de l'échéance, l'affaire est de nouveau entre les mains de la justice. Dexter Johnson a échappé à la mort. Pour l'instant. Cas 8. Aiden Fucci. Aiden Fucci, 14 ans, a choqué le pays entier avec l'un des crimes les plus sauvages commis par un mineur aux États-Unis. C'était le jour de la fête des mères, en 2021, à St. John's, en Floride. Aiden a attiré sa camarade de classe, Tristin Bailey, âgée de 13 ans, dans un bois proche de chez lui. Puis, sans raison apparente, il l'a poignardée 114 fois. Le corps de Tristin a été retrouvé quelques heures plus tard. Mais le plus glaçant, c'est que ce crime n'était pas spontané. Des amis ont affirmé qu'Aiden parlait souvent de fantasmes violents, dessinait des scènes macabres et exprimait le désir de tuer quelqu'un dans les bois. Le meurtre de Tristin fut l'exécution froide de ce plan tordu. Après l'arrestation, Aiden n'a montré aucun remords. Il a même pris une selfie moqueuse dans la voiture de police avec la légende. « Hey les amis, quelqu'un a vu Tristin dernièrement ?» Lors de l'enquête, la police a retrouvé ses vêtements ensanglantés et l'arme du crime jetée dans un lac. Au début, il a été accusé de meurtre au second degré, mais en raison de la brutalité des faits, l'accusation a été élevée à homicide avec préméditation. En février 2023, juste avant le procès, Aiden a reconnu sa culpabilité. Il a écrit une lettre d'excuse à la famille de Tristin. Mais pour le juge, cela ne suffisait pas. Ce crime n'était pas motivé par l'argent, la vengeance ou une impulsion.
C'était froid, cruel et totalement gratuit. Aiden Fucci a été condamné à la réclusion à perpétuité. Cependant, en raison de son jeune âge, sa peine pourra être réévaluée après 25 ans. L'histoire ne s'arrête pas là. Sa mère, Crystal Smith, a également été poursuivie après avoir tenté de laver le jean taché de son fils. Elle a été condamnée à 30 jours de prison et 5 ans de liberté surveillée pour obstruction à la justice. La famille de Tristine a fondé une organisation en sa mémoire, affirmant qu'ils n'espèrent jamais voir Aiden sortir de prison. Et toi, qu'est-ce qui peut pousser un adolescent à commettre un tel acte de cruauté gratuite? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Derrière chaque affaire se cachent non seulement des victimes, mais aussi des familles brisées, des vies bouleversées et des questions sans réponse. Et vous? Pensez-vous que la justice a été rendue dans chacun de ces cas? Partagez votre opinion dans les commentaires, votre avis compte vraiment. Si cette vidéo vous a interpellé, n'oubliez pas de liker, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes. Prenez soin de vous, restez vigilants et à très bientôt pour un nouveau dossier glaçant. Justice pour les victimes, mémoire pour les innocents.